clear and loud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai un invité très particulier, un producteur, beatmaker. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je vais te laisser te présenter, Ryan, ça va être plus simple. Bonjour Ryan. Yes, salut. Ben, moi c'est Ryan Coffey, compositeur principalement. Eh bien, moi, il fallait absolument que je t'invite. Premièrement, parce que tu t'appelles Ryan, que je m'appelle Ryan. Deuxièmement, Incroyable. parce que le podcast s'appelle Wombat Café et Et que que mon le nom de deuxième famille... prénom, c'est pas mon nom de famille. Ah, Tout le monde ok, pense que c'est ok. mon nom de famille, mais c'est mon deuxième prénom, du coup, qui est Coffey, qui m'a été donné par ma grand-mère. Donc Ryan Coffey, voilà, Wombat Café, Wombat Coffee, voilà. Parfait, Il magnifique, fallait. tout Le concorde. destin était là. Voilà. Eh bien, déjà, voilà, tu t'es présenté comme compositeur. C'est vrai que c'est la première chose que je devais dire. Voilà, tu as travaillé avec DC's. Plus récemment, tu as travaillé avec Luigi, qui a sorti un EP qui s'appelle Poscolo, etc., que j'ai adoré. On reviendra dessus un peu plus tard. Yes. Mais la première chose, je voulais directement me lancer dans ton premier contact avec la musique. Comment est arrivé cet amour pour la musique ? Moi, c'est simple. J'ai la chance en fait d'avoir des parents qui écoutaient beaucoup de musique et qui faisaient partie de ce mouvement même directement, on va dire, de l'art, du Ouais, c'est ça, hip-hop. j'avais l'impression que ton papa était Ouais, c'est ça. musicien. Mon père était beatmaker quand il était plus jeune. Il enregistrait, il rappait aussi. Il essayait de faire un peu tout, un peu du mix. Il dansait aussi beaucoup. Bah, la majeure partie de son temps, il a fait prof de danse. Donc voilà. J'ai des parents qui ont toujours fait partie de ce mouvement. Ma mère, elle écoutait beaucoup de choses. Voilà quoi. Donc ouais. Je pense que ça vient de là en premier. Et moi, je pense que j'ai commencé à vraiment kiffer la musique quand j'avais peut-être, on va dire, 9-10 ans, où j'ai commencé à vraiment, moi, kiffer la musique de moi-même, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par la part kiffer ? Genre, tu écoutais ou bien tu commençais vraiment à en faire et tout ? Non, pas à en faire du tout, non, je commençais plutôt à comprendre et à vouloir découvrir des choses, vouloir écouter de la musique, sans que ce soit mes parents qui en écoutent, en fait. Parce que jusqu'à là, c'était plus mes parents qui mettaient de la musique à la maison, c'était mes parents qui, tu vois, dans la voiture, tout ça, machin. Et après, vers, tu vois, 9-10 ans, j'ai eu cette période où je commençais à, moi, écouter et découvrir des choses. Et voilà, quoi. Et tu saurais me dire à peu près quels artistes tu écoutais quand tu avais 9-10 ans ? C'est simple, le premier artiste dont j'ai fait des recherches et que j'ai écouté les disques et tout machin, c'est This is La Peste. Excellent. Voilà, en fait mon père écoutait beaucoup son album qui s'appelait This Is The End, qui est sorti en 2009. Ouais. Et du coup moi je l'ai écouté via mon père dans un premier temps, et ensuite je suis allé découvrir sur internet ce que je pouvais trouver de lui en fait. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et ensuite j'ai découvert Je pète les plombs après. Tu vois, tous ces trucs-là, j'ai découvert après. Donc tous ces trucs assez incroyables. Donc voilà. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment le destin, quoi, qui C'est t'a ça. amené vers lui. C'est génial. C'est ça. Ouais, non, de fou, c'est incroyable. Tu commençais à écouter et puis ce passage vers la création en elle-même, quoi. Comment c'est arrivé ? Ouais, c'est venu bien après. En fait, à l'époque où j'écoutais DC's, enfin où j'ai découvert DC's, je dansais. Il faut savoir que je dansais quand j'étais petit. Je reproduisais des mouvements des Jabbawockeez, qui est mon Bien groupe sûr, mon favori. groupe préféré aussi. Voilà, et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, c'était impossible de trouver leur bande-son sur Mais oui, YouTube ou quoi. mais je vois très Voilà. très bien. Moi, je devais télécharger les vidéos, puis transférer Ouais. ça en MP3 pour ensuite avoir la musique. C'était vraiment Bah, une galère tu sais de ce que moi dingue. je faisais encore pire que ça. Je faisais quoi? Je téléchargeais morceau par morceau et je reproduisais les bandes son. Parce que j'avais un sorte de petit logiciel, je sais plus comment ça s'appelait. J'avais un ordi PC à la maison, enfin pas PC, un ordi, une tour. Et il y avait un logiciel dedans, je sais même plus comment il s'appelle, et puis je reproduisais les bandes son, je me souviens. Enfin, en tout cas, j'essayais de reproduire les bandes son. Donc voilà quoi. Ah, c'est dingue. Je crois que ça a commencé comme ça, vraiment mon rapport avec les logiciels un petit peu, mais c'était inconscient, je savais pas trop ce que j'allais faire. C'était juste dans le but d'avoir les bandes son des Jabbawockeez, le reste je m'en foutais en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis après, tu pouvais reproduire les pas par la C'est suite. ça, je pouvais refaire les chorés, tout ça, machin. Je m'entraînais dans ma chambre et tout. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait un peu de break. Ensuite, j'ai dansé, parce que vu que mon père était prof, j'ai pris un peu des cours avec lui à partir de 12-13 ans jusqu'à mes 15-16 ans, on va dire. Ensuite, j'ai un peu délaissé parce que vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la musique du coup. Ok. Donc c'est venu bien après que j'ai découvert This Is. Donc ouais, vers mes 14-15 ans, je commençais à produire chez moi parce que du coup, il restait le matériel de mon père que lui n'utilisait plus. Et moi, je m'ennuyais quand je rentrais des cours. Et j'étais pas un mec qui sortait dehors, j'étais pas un mec qui allait forcément jouer dehors au foot ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais très casanier déjà quand j'étais adolescent. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à composer quoi. Ah, c'est marrant parce que pour moi, un danseur doit être plutôt extraverti et vouloir absolument sortir. Et donc, il y a eu cette introversion qui est arrivée et en même temps, tu t'es dit, je vais me lancer dans la musique pour créer une sorte d'exutoire, quoi. C'est ça exactement, c'est exactement ça. Oh, c'est beau, c'est cool. Ouais. Déjà je trouve ça super drôle parce que allons-y tout de suite. J'ai écouté le podcast de Top Line parce que je me suis Yes. dit, je t'avais invité, je crois, une semaine avant où j'avais proposé. Je me dis, ah zut, il passe dans le podcast Top Line et tout. Et Ouais. puis pour finir, c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses. Donc, déjà, première recommandation à tous les auditeurs, c'est aller écouter ton interview de Top Line, mais aussi tout le podcast qui est vraiment très, très, très cool. Yes, Et carrément. dedans, tu parlais que tu étais parti aux États-Unis pour aller voir les Jabberwockies, tu étais même allé sur la scène et tout. Je trouve ça dingue. Pour moi, c'est un rêve. Je crois que tous les danseurs voudraient être à ta place. Ouais, non, c'est incroyable et comme je dis beaucoup, enfin, j'ai vraiment je sais pas si c'est de la chance ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est moi qui ai provoqué tout ça, mais en tout cas, tout ce que j'aime pas énormément de choses, mais tous les trucs que j'aime beaucoup, j'ai pu les atteindre un minimum de près, tu vois. Ouais, Et le ouais, fait c'est bien. d'être sur scène avec eux, c'est assez incroyable. Comme tu vois, le fait de travailler avec D6, de signer dans son label, c'est incroyable parce que c'est mon rappeur français favori dans un premier temps. C'est le mec qui m'a fait écouter du rap en fait, du rap français en tout cas. Donc ouais, carrément, c'est incroyable. Et tu dirais que tu as eu cette chance. Est-ce que c'est toi qui l'as provoqué ou bien t'as saisi l'opportunité au bon moment ou comment ça... Non, je pense que je l'ai provoqué. Je l'ai provoqué en faisant des trucs que j'aurais peut-être pas dû, mais finalement, voilà, je regrette pas parce que voilà. Mais ouais, non, je faisais. En fait, quand j'étais au collège, je faisais croire que tous ces trucs-là m'étaient arrivés et que je connaissais DC's et que je faisais ci et que je faisais ça, alors que c'était absolument faux, tu vois. Et par la suite, c'est arrivé, donc je pense que j'ai provoqué ce truc-là, quoi, Est-ce involontairement. que tu fais partie de ces beatmakers qui ont envoyé 10 fois le même mail avec la même bande-son à tous les artistes que tu aimais bien, dont tu as le mail? Non, Ah, parce que déjà il y avait enfin je voulais produire que pour DC's de base. C'était le seul artiste qui m'intéressait, donc j'envoyais surtout des prods à DC's. Après il y avait un rappeur à qui j'ai envoyé des prods qui s'appelait Tito Prince, tu vois. ok. J'ai aussi envoyé des prods à Jewel. Et c'est un peu comme ça quoi. Mais j'ai jamais envoyé, tu sais, j'ai jamais fait un mail avec plusieurs contacts et envoyé le même mail à tous ces artistes là. Et donc après ça, tu te retrouves à vraiment créer des beats qui ressemblaient donc à ceux de Jabberwockies. Et comment tu passes de la Non, pas du reproduction... tout. Pas du Ah, tout. Non, 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 ok, pas alors je du me suis tout. trompé. Ouais, non, non, en fait, quand j'ai commencé à composer, du coup, je crois qu'à ce moment-là, la personne qui m'inspirait le plus et qui était venue avec quelque chose d'assez nouveau, c'était Drake. Quand il est venu avec Take Care, tout ça, c'était des sonorités nouvelles pour moi et tout. Et c'est ça qui m'a un peu donné envie de faire de la musique. C'est ces couleurs-là que j'aimais bien, tu vois. J'aimais bien parce que moi je suis quelqu'un d'assez mélancolique et l'album il est très mélancolique. Donc ça vient de là dans un premier temps. D'abord j'essayais de reproduire des morceaux dans le même type. Après, au fur et à mesure tu développes un peu ton truc et voilà quoi. C'est de là que ça part. Ok. Et comment après c'est passé alors tu sais, tu envoies donc ces prods à... Ou on dit beat? Désolé, j'ai pas le bon vocabulaire. Je sais pas si on dit beat ou Ouais, prod, c'est prod ça, ou... prod, tu peux dire prod. Ok. Et donc tu envoies ces prods à DC's et puis les autres rappeurs. On commence à... Enfin, tu es recontacté par DC's. C'est ça. Et puis, comment on passe de j'ai envoyé un mail, on verra bien ce qui va se passer, à je suis en studio avec lui et je dois peut-être lui donner quelques ordres.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé beaucoup de mails à DC's avant que je me retrouve en studio avec lui. Je lui en envoyais à peu près tous les mois, enfin, tu vois, par-ci, par-là, machin. Ouais, c'est ça, il faut un peu créer la relation. Je suppose qu'on t'invite pas comme ça dans un studio dès que t'envoies juste un mail, quoi. Non, non, non. Après, bon, ça dépend, je pense, de qui tu es et de ce que tu as fait. Pour mon cas, j'avais rien fait du tout, donc c'était logique. Et après, je débutais, donc mes prods que j'envoyais au départ, elles étaient nulles. Et il faut savoir, c'était nul. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en contact avec un artiste, un compositeur qui s'appelle Marcus, que je salue, qui m'a beaucoup aidé pour plein de choses. Et en fait, ce mec-là a déjà placé pour DC's, pour plein d'autres artistes, mais pour DC's aussi. Et c'était ça que je trouvais cool. Et surtout, il a produit des morceaux que j'aime beaucoup. Et il a toujours porté une oreille sur l'évolution de ma musique, en fait. C'est-à-dire que lui, c'est un gars, le seul gars à cette époque, avec qui j'ai changé, tu sais, qui était compo Ouais. aussi, avec qui j'ai changé, à qui j'ai envoyé des prods, même si c'était nul. Et lui, il me donnait des avis assez constructifs pour que je progresse, tout ça. Ton mentor, quoi. Voilà, et c'est ce même mec qui est un jour revenu vers moi, enfin on a toujours parlé, on n'a jamais arrêté de parler, mais qui un jour m'a envoyé un message et m'a dit ouais, là d'ici il est en train de faire un album, envoie-moi un pack, aujourd'hui ton niveau, bah voilà quoi, ça y est, tu vois, t'as un niveau, donc envoie-moi un pack de prod et puis je vais lui envoyer. Et c'est ce que j'ai fait, je lui ai envoyé, malgré que je communiquais déjà avec D6 par mail, donc c'était uniquement par mail, tu vois, mais du coup je lui ai envoyé, c'est un contact direct, donc c'est plus simple. Ah ouais, donc en fait, tu parles avec DC's et en même temps de ça, tu parlais avec Marcus qui était en contact avec DC's. Donc il y avait une sorte de triangle de communication. C'est ça. Après, d'ici, c'était assez bref. Et il a eu la Ouais. gentillesse de répondre à mes mails déjà, même si les prods étaient nuls, mais c'était assez bref, dans le sens où je lui envoyais, et il me disait, ouais, c'est cool, continue, mais c'était pas en mode, ouais, ça m'intéresse, ou ça truc, tu vois, on n'en était pas encore là. Et du coup, bah, Marcus lui transfère le mail, et tout simplement, ce qui se passe, c'est que DC's, bah, il a kiffé, quoi, et il a demandé mon numéro à Marcus à partir de là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu sais que DC's veut ton numéro? Moi, je suis content. Parce que Marcus, il m'envoie un screen, du coup, de leur conversation, où d'ici se dit, putain, c'est chaud, donne-moi son Allez. numéro, tout ça, machin. Donc moi, je suis en mode, ah ouais, lourd. Ça tue, tu vois, j'étais content. Et donc ça, c'était surtout sur l'album This Is Zilla. Voilà, ça c'est sur l'album This Is Easy, là, c'est ça. C'est ça. C'est à cette période, enfin, pendant la conception de ce projet-là. Et c'est marrant parce que sur This Is Zilla, enfin, moi, d'abord, j'ai écouté un son, comme ça tu sais comment je t'ai découvert, hein, on va le faire comme ça. Ok, J'ai ouais. écouté un son de Luigi. Mhm. J'ai été chercher qui avait produit, avec qui connaissait qui sur le site AllMusic. Ok. Je tombe sur ton nom, et là je vois vraiment presque tout l'album de This Is Zilla avec ton nom. Je me dis waouh, trop stylé, parce que cet album, je l'écoutais beaucoup. Et enfin, D'ici, c'est vraiment mon rappeur préféré. J'adore tout ce qu'il fait. Et puis je tombe sur voilà, ton nom dans toutes ces prods, mais Yes. j'ai d'abord réécouté après tes sons solo. Donc, par exemple, un Parapluie pour deux ou bien Grand 8 que j'adore. Et je me suis Lourd. dit, ah, c'est super calme et tout. Et je trouvais This Is Zilla assez violent, tu vois. Il y a un côté très... Enfin ouais, Godzilla, quoi. Et donc je trouvais ça marrant parce que tu as dû, en quelque sorte, t'adapter, non? Ou bien, tu vois, j'arrivais pas très bien à voir le style entre les deux. Ouais, en fait, il faut savoir que sur This Is là, je suis mentionné en tant que, pas en tant que producteur, mais en tant que réalisateur, il me semble. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai qu'une prod officiellement dans This Is là. Donc, c'est Tout partira. Ouais, Donc, qui reste finalement assez mélancolique, tu tout à vois. fait. Et il y a une autre prod qui a été faite avec Augustin Charnet, qui est perdue, mais qui n'est pas dans This Is là, qui est sortie juste un peu avant, sur Oui, YouTube oui, c'est ça, uniquement. avec une voix très, très Ouais, très robotisé robotisée. exactement. Donc ça veut dire que bah, pour le coup, j'étais pas vraiment sorti de mes habitudes. Enfin, il m'a fait sortir de mes habitudes pour créer des prods, tu vois. Il m'a Et dit, comment, il comment faut ça pas se que passe ça, à ce moment-là? moi, tout simplement, on se parlait, bah, on se voyait déjà, et puis on se parlait aussi beaucoup par téléphone. Et il me donnait beaucoup de conseils sur ma façon de faire de la musique, et puis il me disait toujours de ne pas avoir de code, de ne jamais savoir ce que je vais faire à l'avance, et puis de toujours juste me poser et créer, et puis juste sortir ce qui sort en fait. Donc Mhm. ça veut dire que moi, à ce moment-là, je savais que la direction, elle était beaucoup plus enfin, pas électro, mais beaucoup plus brute dans des saisies là. Donc j'essayais de faire des prods dans ce registre. Il y a plein de prods qu'il a kiffé, sur lesquels il a fait des démos, il y a plein de démos.
Il y a plein de morceaux qu'il a enregistrés, tout ça, machin, mais qui finalement ne figurent pas sur l'album. Mais du coup, ouais, c'était assez intéressant, pardon, parce que c'était la première fois que je devais me forcer, entre guillemets, à créer autre chose que ce avec quoi j'étais confortable. Donc moi, je l'ai bien pris, ça m'a fait progresser. Ouais, c'est ça, sortir de sa zone de confort dans n'importe quel domaine artistique, c'est sûr que ça ne peut que être... Ouais, c'est bénéfique. Ouais, c'est ça, bénéfique, voilà, exactement. Je voulais justement, là on commence un peu à rentrer dans ce qui est plutôt la relation entre le producteur et l'artiste. L'image que j'ai en tête de quelqu'un qui s'intéresse un peu au monde de la musique, mais qui est très éloigné et très, très loin, j'ai jamais été dans une session d'enregistrement ou quoi, Ouais. j'ai l'impression que le producteur est un peu la personne qui est donc de l'autre côté du micro et qui va dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que ça y ressemble un peu ou c'est pas du tout Alors, dans mon cas, tu te trompes pas. Après, il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde. En vrai de vrai, si en fait, c'est pas le cas de tous les producteurs, mais il y a toujours un producteur qui va être avec l'artiste. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui a fait la prod, Ok. mais en tout cas, il y a un mec qui va être là et qui va plus ou moins guider l'artiste et plus ou moins l'aider à trouver la bonne tonalité, à trouver la bonne manière d'interpréter son morceau. Tu vois ce Une que je sorte veux de dire? chef Après, d'orchestre comme ça. on peut dire ça comme ça un peu. Après, DC's, c'était pas son cas. Il faut savoir que DC's, il travaille beaucoup seul, on va dire. En tout cas, pour ce qui est de l'écriture et pour ce qui est de l'interprétation et pour ce qui est de tout ça, il le fait seul. Et moi, je me suis découvert ce rôle-là surtout avec Luigi, où j'avais plus mon mot à dire sur la manière dont il interprétait, plus des conseils, plus des idées d'harmonie, des idées de top line, tout ça, machin. Donc voilà. Avec DC's, j'avais pas ce rôle, mais avec Luigi, ouais, complètement. Et donc ça veut dire que vous devez énormément parler avant de vous lancer dans l'enregistrement, dans la création d'un son, je suppose. Pas forcément, mais ce qui se passe, c'est que tout simplement, pendant l'enregistrement, il y a des moments où, par exemple, je vais le couper et je vais lui dire cette phase-là, quand tu l'as fait, elle n'était pas assez bien, il faut que tu la refasses, ou alors là, t'étais faux, cette note était fausse, machin, ou tu vois ce que je veux dire, ça se fait pendant l'enregistrement, en fait. Donc c'est plus ou moins comme ça qu'on travaille. Donc moi je me disais, enfin j'essayais de me mettre un peu à la place d'un producteur et je me disais que parfois ça doit être difficile de dire, voilà, ce moment-là, ben, il était pas très bien. Genre est-ce que parfois tu dois être un peu psy ou bien devoir un peu prendre des pincettes pour annoncer quelque chose où tu te dis, ouais, c'était pas trop bien. Ce qui est vachement bien avec Luigi, c'est qu'on a passé ce cap-là, tu vois, on en est plus à là, ça veut dire qu'il y a plus de... Il y a plus De gêne. En fait, ouais, il y a plus de gêne à ce niveau. C'est-à-dire que quand il fait un truc, carrément même on peut en rigoler qu'il enregistre une ligne et que cette ligne elle est nulle et qu'il finit d'enregistrer, je le regarde, je dis gros c'était nul et on rigole en fait, tu vois. On rigole. Il y a des fois où c'est chiant parce que je sais que moi je suis très minutieux sur beaucoup de choses. Ça veut dire que il y a plein de trucs où je le fais réenregistrer. Et des fois, il comprend même pas. Il me dit, mais non, mais gros, là, t'abuses. En fait, là, c'est juste toi, t'abuses, tu vois. Et finalement, à la fin, on capte pourquoi on voulait tout ça. Mais ouais, t'as pas le choix, en fait. À un moment donné, t'as pas le choix de... C'est pour le bien du son, quoi. Bah, c'est ça, en fait. C'est surtout pour ça, tu vois. Il n'y a pas d'autre raison, de toute façon. C'est que ça. Mais justement, qui a le dernier mot dans des décisions de direction de son? Je dirais que personne n'a vraiment le dernier mot. C'est plus... on va tous dire quelque chose. Enfin, quand je dis tous, on est en vrai de vrai, c'est surtout Luigi et moi par rapport à la musique. Ouais. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire non, ça doit être comme ça. Lui, il va me dire non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Du coup, on n'est pas d'accord, donc on va laisser les jours passer. Et soit lui va revenir vers moi pour me dire finalement, t'avais raison, on va le faire comme ça. Ou alors, moi, je vais lui dire finalement, t'avais raison, on va le faire comme ça. Tu sais, il n'y a pas une personne qui a le dernier mot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas genre moi je décide de comment ça va être à la fin ou lui décide de comment on va être à la fin, on fait juste au mieux en fait. Parce que justement, je voulais aussi un peu parler de l'affaire Némir, hein, bien sûr. Ouais. Parce que je me disais, ça doit être difficile de pouvoir aller dire à Némir, voilà, non, vraiment, tes voix là-dessus, elles doivent être absolument nécessaires et tout. Et je dois dire, parfois, je dis pas que c'est ton cas absolu, mais parfois ça doit être difficile de pouvoir gérer la psychologie de l'artiste face à toi qui a une direction, toi une autre. Et puis il faut réussir à pas manipuler, mais pouvoir discuter pour arriver à une entente entre les deux et tout ça. Ouais, complètement. Avec Némir, c'est déjà ce qui est archi cool, c'est que c'est quelqu'un de très simple
Et donc on s'entend bien, c'est naturel avec lui, la relation qu'on a, elle dépasse directement le côté artistique, on va dire. Elle dépasse la musique directement. Et ça veut dire que on se parle vraiment comme si on se connaissait depuis toujours. Tu sais, moi quand on était en studio avec Némir et que déjà il faut savoir qu'avant qu'on se retrouve en studio, ça faisait un moment qu'il était censé enregistrer sur le morceau. Au final, il a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de galères, tout ça, machin. Donc, on a décidé que ce serait mieux qu'on se retrouve en studio directement pour le faire. Et quand on s'est vu, lui, il était persuadé qu'en fait, il n'avait rien à faire sur le morceau. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait qu'il soit sur le morceau, tu vois. Et ce qui est cool, justement, c'est que lui, il choisit toujours par rapport à ce qu'il pense être juste. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je trouve qu'il faut qu'il soit sur le morceau, qu'il fallait vraiment qu'il soit sur le morceau. Et lui, il a ce recul-là, en fait. Lui, il a ce recul-là, et il était en mode, écoute, moi, le morceau, je le kiffe, j'ai envie, tu vois, mais je suis vraiment pas sûr que ça va apporter quelque chose. Lui, il était dans cette optique-là. Et c'est assez cool, c'est assez cool. Après, moi, j'ai des idéaux, je sais pas trop, mais qui sont pas forcément une finalité, quoi. C'est ça, ouais. Je me dis, tu vois, tu es dans cette pièce, tu as tes idées, tu as une vision. Ça doit être très frustrant d'avoir la personne en face avec qui tu t'entends bien et te dire non, moi c'est le contraire que je veux. Et puis tout ça, il faut le mettre dans ce projet qui est en fait Luigi qui est un peu plus loin, qui regarde tout ça et qui essaie de vous voir un peu vous battre pour le bien de Luigi. Ça doit être marrant, quoi. Cette scène était très rigolote, je trouvais, dans la vidéo. Complètement. On a beaucoup discuté ce soir-là, on a beaucoup parlé, on a parlé carrément au-delà de la musique. Il y a plein de séquences qui sont pas filmées et tout, mais on a beaucoup discuté. Et puis, le principal débat, c'était est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire, tu vois. Au final, il l'a pas fait, il a fait des voix à la place sur Mauvaise Nouvelle, parce qu'on lui a fait écouter le projet. Et puis moi, j'étais en mode, vas-y, fais des voix sur ce morceau, parce que ça va rajouter un plus, quoi. Ça va rajouter un petit quelque chose, parce qu'il a une voix très unique, en fait, Némir. Donc voilà. Eh ben justement, je voulais te demander, est-ce que pour toi, te lancer dans un projet musical, il faut avant tout connaître la personne et pouvoir avoir discuté avant avec cette personne et tout, ou bien tu peux avoir un coup de cœur musical et te lancer là-dedans? Il y a des artistes avec qui il va y avoir un feeling et d'autres non. Mais pour moi, c'est un minimum. Enfin, après, ça dépend de ce que tu fais, de la musique que tu fais, tout ça, machin. Mais pour moi, c'est important un minimum de parler avec l'artiste, de pouvoir discuter avec lui, d'avoir une certaine relation, même si c'est pas ton plus grand pote, tu vois. La différence, c'est que Luigi, maintenant, ça fait partie de mon cercle très proche. Donc, c'est au-delà de ça. Mais avec les autres artistes, moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un minimum une relation, tu vois. Moi, je sais que demain, voilà, je vais faire de la musique avec Némir, ça va bien se passer, quoi. Tu vois, je sais que je vais pouvoir lui dire ce que je pense vraiment. Je sais qu'il va pas y avoir de frustration, en fait, de pas avoir de regrets, de pas avoir dit certaines choses ou de pas avoir fait certaines choses. Donc pour moi, c'est important un minimum, ouais. Moi, j'ai l'impression que tu tournes beaucoup autour du côté honnêteté, là, dans la manière dont tu m'expliques la relation que tu vas avoir avec un artiste. Ouais, bien sûr. C'est important. C'est important, je trouve, parce que, tu sais, un artiste que tu apprécies va t'envoyer peut-être un morceau sur lequel il va te demander de bosser. Si le morceau, il te parle pas, c'est important de pouvoir lui dire et de pas faire semblant et de pas te dire ouais c'est chaud et tout, et puis toi derrière t'es dégoûté parce que bon tu dois le faire parce que tu l'aimes bien, tu lui rends service, et puis tu sais c'était un peu deck, quoi. Il faut pouvoir dire les choses, c'est hyper important d'être honnête sur tout ça. Et ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'honnêteté c'est la clé de beaucoup de choses, donc voilà, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est sûr que quand tu te lances dans un projet, il faut pouvoir communiquer parce que vous c'est le ça. faites Moi, il ensemble y a pas mal d'artistes qui m'ont envoyé des morceaux parce qu'ils voulaient que je restructure le morceau, que je fasse la réalisation, ou que je change un peu la prod, ou que truc. Et moi, j'ai pas hésité à dire qu'en fait, ça me parlait pas, ou alors que ça me plaisait pas vraiment, ou alors que je voyais pas ce que je pouvais ajouter au truc. Comme Némir quand il vient et qui dit qu'en fait, moi, je vois pas ce que je peux ajouter. C'est important d'avoir cette honnêteté-là, parce que Némir, il aurait pu venir chanter le truc, ne pas être satisfait et rentrer et être frustré, mais il l'a pas fait, parce que c'est quelqu'un d'honnête, un minimum. Ouais, c'est cool, c'est beau. Je voulais revenir un peu sur l'EP Boscolo, etc., que j'ai vraiment super cool. Donc déjà, bravo pour ça, félicitations. Ça doit être stressant, ou est-ce que tu te sens libéré quand tu as enfin pu sortir l'EP? Non, justement, c'est une libération, parce que
tu sais que le projet il est là depuis, on le travaille depuis, il est en mix, en master, il fait des allers-retours à droite, à gauche, on demande à telle personne de poser des voix, on retravaille tel morceau et tout machin. Donc une fois qu'il est déjà fini, quand le produit est déjà terminé, on est déjà soulagé. Et quand il sort, c'est fois 1000. Ah ouais, tu passes pas ta nuit à regarder tous les commentaires, toutes les critiques qui sortent et tout? Non, enfin moi en fait je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait finalement parce que c'était. En fait, en fait, si tu veux, je voulais pas aller sur les réseaux et juste recevoir les messages des proches. Et je recevais des messages de proches qui me disaient, gros, faut que t'ailles voir les trucs sur Twitter et tout parce que c'est abusé. Et donc forcément, à un moment donné, je me suis dit non, je vais pas y aller, mais j'ai craqué à un moment donné, j'y suis allé. Et effectivement, c'était abusé, tu vois, les retours, c'était incroyable. Donc, et non, c'est complètement une libération, surtout qu'en fait, je pense qu'on est arrivé à un stade de notre musique où on sait que ce qu'on fait, c'est pas nul. Donc on n'a plus ce stress de est-ce que les gens vont bien aimer ou pas, tu sais, on n'a pas ce stress-là en fait. Ce stress-là, il n'existe pas parce que on a quand même un minimum, on a quand même du recul sur ce qu'on fait et on savait que cette EP il était bien. Donc voilà. Vous avez tellement bien travaillé que vous étiez sûr de vous. Ouais, c'est un peu ça en fait. Parce que c'est rare chez des artistes musicaux d'avoir cette confiance. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Souvent, j'entends plutôt le contraire. Des gens qui disent je suis pas sûr qu'on va aimer, c'était un risque et tout ça. Ouais, non, nous, en fait, on fonctionne comment? C'est qu'on fait la musique qu'on aime bien écouter. C'est-à-dire que l'EP, moi, je l'écoute comme si c'était pas nous qui l'avions fait. Et j'aime bien, tu vois. J'aime bien. Et en fait, on a eu ce truc-là bien avant de le sortir. On l'a écouté, le projet. On l'a fait écouter à nos proches. Tu vois, donc à partir de là, t'établis à peu près t'estimes un peu ton truc, tu sais si c'est bien ou pas. Si tu vois que la majorité des avis sont négatifs et que tu sais, dans tes proches, et que toi-même, quand t'écoutes, t'es pas trop sûr, bah forcément, tu sais, tu te poses la question, mais là, on n'était pas dans ça. Quand Luigi vient te voir et te dit voilà, je suis prêt pour un nouvel OP, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé ou bien? Ouais, en fait, on en a discuté, on était en train de faire de la musique, et on s'est dit, en fait, de base, on voulait faire ce truc-là de base pour l'été. Pour la fin de l'été. Et bon, finalement, c'est sorti là. Et en fait, de base, on travaillait en fait, automatiquement pour la saison 2 de Tristesse Business. Et du coup, tu sais, c'était un peu automatique parce qu'on venait de faire la saison 1. Bah, la suite logique, c'est qu'il y ait la saison 2. Et nous, on s'est dit, pourquoi on se couperait pas un peu du truc et viens, on fait juste un petit EP pour l'été. Et finalement, qui est sorti, donc, comme je disais récemment. Mais ouais, ça s'est passé comme ça, quoi. On s'est dit, viens, on fait un petit projet. On avait envie de sortir de la nouvelle musique et on savait que l'album, ça allait prendre beaucoup plus de temps et qu'il fallait beaucoup plus d'implication, on va dire. Donc finalement, ouais, on s'est penché sur un petit projet et qui finalement, au niveau de l'histoire, c'est la suite logique en fait tu vois, de Tristesse. Donc voilà. J'ai pu remarquer en checkant un peu que vous êtes parti au Portugal. Vous êtes parti à New York pour pouvoir faire cette EP, donc vous faites que voyager, vous rencontrez de nouvelles personnes. Comment on arrive à intégrer des nouvelles personnes, peut-être pas spécialement des inconnus, mais des nouvelles personnes dans votre projet, dans votre petit bébé que vous êtes en train de construire ensemble? Bah en fait c'est simple, c'est que on construit une base et ensuite on réfléchit sur est-ce qu'on devrait pas inviter un tel qui pourrait ajouter quelque chose ou est-ce qu'on devrait pas faire, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme ça, Ouais, quoi. tu rajoutes les forces, quoi. C'est ça, tu rajoutes par exemple le fait d'ajouter Astron sur Sirène et sur Manège, Ouais. c'est le sel sur ton plat à la fin, quoi. Tu sais, c'est ton plat, il est déjà cuisiné, il est prêt, tu vois, et puis tu sais qu'il manque un petit truc, donc voilà, t'appelles Astron et Astron a fait des voix et c'est joli et voilà, quoi. Et puis dans cette préparation à la base, est-ce que vous vous inspirez d'abord, ça peut être un peu bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que vous vous inspirez d'abord de visuels ou bien d'une sonorité bien précise, ou bien c'est juste une expérience et vous vous inspirez pour créer après la suite des compositions, des chansons? Je pense que, en tout cas moi dans ma façon de travailler, il y a jamais un truc qui m'inspire directement. C'est pas genre je vais vivre ou voir ou entendre telle chose et d'un coup ça va m'inspirer quelque chose et je vais aller créer. C'est plus une accumulation de trucs que j'ai entendus et vus, ou vécu même, et je vais composer vraiment, tu sais, sans faire exprès, quoi, tu vois. C'est ça, c'est automatique, quoi. C'est ça, et c'est inconscient, et puis c'est comme ça qu'on construit un peu le truc. Après, lui, c'est basé, forcément, ce qu'il écrit, c'est basé sur des choses qu'il a vécues, donc c'est différent. Mais en tout cas, moi, quand je crée la musique, c'est
c'est plus, voilà, c'est plus inconscient, tu vois. C'est plus des trucs qui me viennent comme ça d'un coup. Et est-ce que tu te lances je sais pas si c'est un peu débile, tu vas me dire ce que tu penses de cette question, au pire on la coupera, mais est-ce que tu commences peut-être par des percus, est-ce que tu commences par, je sais pas moi, tu entends un son de piano, tu te dis oh ça c'est cool, ou bien justement, donc c'est comme tu dis, toute cette expérience accumulée, tu te dis ok je sais vers quoi je vais aller. Bah en fait, je sais jamais vraiment ce que je vais faire à l'avance quand je me pose devant mon ordi. Donc j'ai ma banque, enfin tu sais, j'ai mes banques de sons. Ouais. Donc je défile, soit je vais commencer par un piano, soit je vais commencer par des percussions, soit peu importe. Il n'y a jamais de schéma précis, mais juste je défile et je teste un truc. Je joue un truc, si je trouve ça cool, j'enregistre, ensuite j'ajoute un autre élément, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ressemble un minimum à quelque chose, pardon. Et ça peut arriver qu'au bout de 5-6 éléments, bah, le truc finalement je le trouve nul, donc je supprime, et puis je repars sur quelque chose d'autre, en commençant avec un autre instrument, etc. etc. Donc il n'y a pas de schéma précis, quoi. C'est plus... au feeling. Et c'est ça, et quand alors tu te lances dans un EP avec un autre artiste, est-ce que vous composez 50 chansons et puis vous en choisissez que 5, ou bien est-ce que vous en composez 5 et vous les travaillez à fond? Non, bah avec Luigi, que ce soit pour Tristesse Business ou pour Boscolo, etc., on n'a pas fait 50 chansons. On a sélectionné... En fait, on a un idéal d'un nombre de titres qu'on aimerait avoir dans le projet. Pour Tristesse, c'était 17 titres. Donc, on avait peut-être 20 prods sélectionnés. Et ensuite, lui a écrit au fur et à mesure sur les prods et tout machin. On a avancé comme ça. Mais on n'avait pas... tu sais, c'est pas genre Luigi, il écrit pas un morceau et après il l'enregistre. Après, il écrit un autre morceau, après truc. Tu sais, on fonctionne pas à la chaîne, en fait, comme ça, comme à l'usine. C'est plus, on a une idée, on sait qu'on a une top line et que cette thématique, elle est bien sur ce morceau, donc on va essayer de créer ce morceau, même si ça va prendre plusieurs jours. Mais non, c'est pas à la chaîne, tu vois, c'est pas en mode on fait plein de morceaux et ensuite on sélectionne. Là, par exemple, pour Boscolo, je crois on avait 6 ou 7 prods maximum, et il a écrit sur ses prods, et voilà quoi, c'est allé assez vite. Donc c'est là où je voulais aussi t'amener, c'est que d'abord tu fais tes prods et puis Luigi chante, ou bien, enfin je veux dire un artiste chante, ou bien ça va être plutôt le contraire, ou bien c'est un peu des deux et c'est un travail vraiment, chacun met son petit bloc les uns après les autres et on travaille comme ça. C'est plus moi qui vais faire la prod d'abord et qui vais proposer ensuite, et soit ça va déboucher d'une autre idée, soit voilà quoi. Mais en principe, je fais une prod et je l'envoie, et de toute façon avec l'idée c'est comme ça que je fonctionne. Je fais des prods, je vais lui envoyer, même si la prod n'est pas terminée, c'est juste une idée, je vais lui envoyer, lui ça va lui parler, donc ensuite moi je vais poursuivre, je vais continuer l'idée jusqu'au bout pour qu'il voit jusqu'où le morceau il peut aller. Ensuite lui ça va vraiment lui parler, il va écrire. Voilà, on va chercher des top lines et voilà quoi, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ah ouais, ok. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de la, je sais pas comment on peut dire ça en musique, mais de la page blanche? Ouais, bien sûr. Et comment tu arrives à gérer ça alors? Bah moi je fais pas de la musique tous les jours, je compose pas tous les jours, c'est même rare on va dire que je compose. Parce que justement j'évite parce que en fait ça fait déprimer un peu ce syndrome là. Bien sûr. Ça fait un peu déprimer, donc ça veut dire que j'essaye d'éviter de le vivre. Donc pour ça, tu sais, t'as pas de l'inspiration infinie, tu peux pas composer tous les jours et faire tous les jours des prods exceptionnels, ça veut dire que j'en fais pas tous les jours, et j'essaye d'en faire quand je ressens vraiment l'envie et le besoin d'en faire. Ce qui m'évite en fait aujourd'hui, avant ça m'arrivait beaucoup ce truc là, mais ce qui m'évite aujourd'hui de me retrouver devant mon ordi et d'être en mode putain j'arrive à rien faire, c'est nul ce que je fais et tout ça. Mais avant ça m'arrivait beaucoup parce que tu sais j'avais certaines obligations, par exemple quand j'étais signé avec DC's, moi j'étais signé en tant que compositeur mais aussi en tant qu'artiste, et il fallait que je fasse un projet pour moi. Ça veut dire que j'avais une sorte d'obligation, donc une sorte de pression, et qui m'empêchait d'être créatif en fait. Ça t'a fait des deadlines et des trucs comme ça? Voilà, t'as des deadlines, t'as une date pour que ton projet soit prêt, tous ces trucs-là, ça met beaucoup de pression. Et quand tu travailles seul, parce que du coup je faisais des prods, j'écrivais, enfin j'étais censé chanter, tu vois. Quand je faisais ça, quand je faisais ça, ça me mettait beaucoup trop de pression, et j'étais pas du tout à l'aise avec ça en fait. Ça veut dire que j'ai jamais réussi, j'ai fait qu'un seul morceau, tu vois, et j'ai jamais réussi à en faire d'autres pour ce projet-là en tout cas. Et je me retrouvais tout le temps devant mon ordi en mode faut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire, et j'arrive pas, et puis ça me saoule, et ensuite je vais dormir, ensuite je me réveille, je me dis il faut quand même que j'essaye, et je réessaye et j'y arrive quand même pas. Et ouais, j'ai eu une période comme ça où c'était assez compliqué à vivre dans ma tête, c'était un carnage, donc voilà. Mais aujourd'hui j'ai plus vraiment
J'ai plus vraiment ce truc-là. Malgré que c'est devenu ton métier et donc une source d'argent, ce n'est plus devenu, il n'y a plus de pression alors avec la musique. Et là, tu as l'air de dire que tu as réussi à enlever ce côté pression de la Bah, musique. c'est ça qui est magnifique, c'est que je fais de la musique que j'aime bien, que je gagne de l'argent avec, qu'il y a plus, tu vois, et puis je travaille plus seul, donc il y a plus, tu vois, on est une équipe, quoi. On est une équipe, donc on s'entraide. Ouais, c'est le rêve. Ouais, franchement, on peut dire ça comme ça. Et ça veut dire que par la suite, quand peut-être tu voudras travailler avec sûrement d'autres artistes que Luigi, est-ce que tu chercheras de nouveau ce côté sans pression et pouvoir composer Ouais, à ta je manière pense et à que, ton temps? en fait, je pense que quoi qu'il arrive, ce que je vais faire avec Luigi, avec Fufun Palace, tout ça, ça sera ma source de revenus principale. Et à côté, tout ce que je vais envisager, ce sera sans aucune pression, parce que le but, c'est pas de se remettre enfin, de mauvaises pressions en tout cas, tu vois. Le Ouais. but, c'est pas de revivre ce genre de truc. Donc ouais, si je travaille avec un autre artiste ou si je propose des morceaux à un autre artiste, la relation sera plus cool, quoi. Et sur les... Moi, en fait, surtout, j'ai écouté beaucoup tes sons en solo, qui sont des instrus, qui sont très, très jazzy et qui ont un côté... justement, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est dingue, parce que durant tout l'EP Boscolo, etc., il y a vraiment ce côté où tu t'échappes. Tout le long de l'EP, t'es plus dans ton confinement pourri et tu voyages énormément. Oh, Et en c'est plus, cool. c'était marrant parce que Boscolo, c'est une chaîne d'hôtellerie où ça a rien à voir avec le nom. Ouais. Ah, ça a à voir avec le nom? Ouais, si, complètement. En fait, Ok. si tu veux, l'histoire qu'il raconte, en fait, il l'a vécu en partie dans cet hôtel-là. Donc, c'est pour ça qu'il a donné ce nom à ce projet. Et donc, je me suis dit, ça, c'est... Enfin, c'est tout trouvé parce qu'il y a vraiment ce côté où tu voyages et Ouais. tu te laisses aller et tout. Et tes projets sont forts, enfin, ils ne sont que des instrus ou des remixes pour faire référence à nos games. Et puis, No je Games, me yes. disais, est-ce que tu comptes peut-être inviter des artistes pour poser des voix sur tes prochaines chansons, on va dire, en tant que carrière solo, ou bien tu aimes ce côté où tu te dis, je sors des instrus, quoi, des compositions Non, en elles-mêmes. en fait, si tu veux, les instrus que j'ai sortis jusqu'à présent, mis à part du coup le remix, c'est des trucs qui datent un peu. Tu vois, c'est des trucs qui datent un peu et dont j'ai plus les pistes. Je suis old school, moi, alors, c'est ça? On est tous au school un petit peu. Et ouais, c'est des trucs qui datent un peu. C'est des trucs qui, quand je dis qui datent, c'est genre 2017. Enfin, c'est pas des trucs que j'ai fait et je me suis dit, il faut que je les sorte maintenant. Tu vois, c'est des trucs en fait qui datent un peu, dont j'avais plus les pistes. Donc je pouvais rien en faire si tu veux et j'avais que une version MP3 du truc. Et je me suis dit, quitte à rien en faire, autant le sortir en fait. Parce que je pouvais pas le proposer à un artiste parce que j'avais plus les pistes, donc je pouvais plus le faire mixer, ni masteriser. Donc j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, je vais les sortir sur les plateformes, comme ça les gens à qui ça parle, ils pourront en profiter. Et puis moi, ça me débarrasse d'un truc où je me dis, voilà, au moins cette prod, elle est dehors quoi. Elle est plus Mais- dans mon ordi, elle est en train de me regarder, en train de pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire de moi, tu vois? Mais c'est dingue. Enfin, je vais t'expliquer à quoi j'ai pensé qui me choque. C'est ce que t'as sorti ces sons en mode presque comme si c'était ta corbeille de ton Mac. C'est ça. J'exagère, hein, mais j'ai presque l'impression que c'est ça. Et Ouais, c'est tu ça. le fais sous ton nom. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que quand tu travailles avec Luigi ou avec DC, c'est sous un autre nom. Donc on va dire qu'il y a cette pression en moins parce qu'il n'y a pas ton nom. Mais là, tu sors des sons sous ton nom en mode ouais, on verra. Non, en fait, si tu veux, c'est des trucs, en fait, si tu veux, c'est des trucs, je sais que les morceaux que j'ai sortis, je les aime, moi. Je les aime, même si je n'ai plus les pistes, même si je n'ai plus tout ça, j'ai pas non plus de pression ou d'appréhension. Je les sors parce que je les aime et parce que j'ai envie que les gens à qui ça va parler puissent en profiter. Et je sais que, par exemple, moi, je faisais écouter ces morceaux-là à mes proches et tout, et qui kiffaient, en fait. Et je sais que ça pouvait plaire à un certain nombre de personnes, donc je les Comme ai moi, quoi, sortis. par Et exemple. voilà, comme toi, par exemple. Et du coup, je les ai sortis, et voilà, je suis très content de les avoir sortis. Et puis, je vais en sortir d'autres. Et puis, bien évidemment, moi, à un moment donné, j'aimerais bien faire un EP. Enfin, j'y travaille, tu vois. J'aimerais bien faire un ok. EP avec voilà, inviter différents artistes pour les faire poser. Des artistes connus, des artistes moins connus. De faire un truc assez complet et surtout, toujours garder ce truc de faire de la musique que j'aime. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que tu
tu ressens une différence quand, par exemple, tu as sorti ou tu sortiras des sons sous ton propre nom et quand tu le fais un peu dans l'ombre d'un autre artiste? Bah, en fait, avec Luigi, j'ai pas l'impression de le faire dans l'ombre de Non, parce que Luigi, votre dans le relation elle sens. est tellement forte. Ouais, en fait, dans le sens où moi, c'est une des rares fois, en tout cas dans la musique française, où je vois que le producteur est pas autant reconnu que l'artiste, ce qui est normal parce qu'il y a plein de gens en France qui ne s'intéressent pas à la production et comment un morceau se construit. Mais sur tous les avis que je vois sur Twitter ou même tous les messages que je reçois et tout machin, les gens captent que qu'il y a quelqu'un qui travaille avec Luigi en fait, qui a cette osmose, qui a un truc, que c'est un sorte de duo, on va dire. Mais ça, pour moi, c'est un symptôme d'un bon travail sur la production, d'un bon travail sur les chansons, parce que je veux dire, quand tu sais reconnaître qu'il y a toute une équipe derrière, qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus et que ça a été vraiment quelque chose qui a été réfléchi et travaillé, pour moi, je trouve ça super cool. Ouais, carrément, carrément. Donc, ouais, non, non, moi, enfin, que je sorte des trucs pour moi sous mon nom ou des trucs. En fait, Luigi, c'est moi, si tu veux. Tu vois? Et Luigi, c'est moi, et moi, c'est Luigi. Enfin, t'as capté, tu sais, c'est. Ouais, ouais, ouais. Quand on sort de la musique, on sort de la musique ensemble, même quand les gens vont. Comment dire? Même quand les gens vont. Ils vont établir un avis et ne parler que de Luigi, je vais le prendre pour moi, tu vois? C'est ça, vous avez tellement travaillé ensemble et trituré ce son ensemble que d'office, il y a de toi là-dedans, quoi. C'est ça. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu écoutes encore de la musique? Je sais que c'est un peu chelou ce que je dis là, mais moi je me dis que tu vois quelqu'un qui travaille dans un milieu et qui parfois analyse beaucoup le milieu, ben, parfois peut-être il doit se couper de ce milieu artistique dans lequel il évolue. Ouais, il y a eu une période où je voulais plus du tout en écouter. Ah ouais, donc ma question n'était pas débile. Ouais, non, non, du tout, du tout. Ouais, non, il y a une période où je voulais plus du tout en écouter parce que bah, c'est exactement la même période où je devais faire mon EP pour DC's et que je travaillais tout le temps et que je cherchais des trucs et que j'y arrivais pas. Il y avait une période où ça me dégoûtait, en fait, où je voulais plus du tout en écouter. Et bien évidemment, bah, à un moment donné, je pense que t'en as un peu besoin, quoi. Donc, ouais, j'en écoute toujours. Je dors avec. En fait, c'est le seul moment, on va dire, où j'en écoute vraiment. C'est la nuit. Moi, j'ai une petite playlist pour dormir, donc je la laisse tourner et puis je m'endors dessus. Et parce que j'ai toujours été habitué à dormir avec de la musique. Moi, quand je dormais, quand j'étais petit, soit mon père faisait de la musique, soit il y avait de la musique qui jouait, soit il y avait la télé allumée. Enfin, il y a toujours eu un sorte de, tu sais, je déteste le silence. Hein, je comprends. Est-ce que tu pourrais travailler sur quelque chose d'autre que un projet pour un artiste, enfin je veux dire un projet musical dans le sens sortir un EP, sortir un album, mais peut-être tu vois travailler pour un jeu vidéo, pour un film. Complètement, complètement. C'est un de mes objectifs de faire de la musique pour un film. Ok, quoi comme film? Si tu pouvais imaginer un scénario, un pitch de film où tu voudrais bien mettre ta musique dessus. Franchement, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas, mais quelque chose d'assez triste. Ah ouais, la Parce que ça mélancolie. ressemble à ma musique, donc un truc assez triste où j'aurais pas. Tu sais, je me vois mal faire de la musique joyeuse. En fait, je sais pas que j'ai pas envie ou quoi, mais quand j'imagine, je sais pas comment une musique joyeuse de Ryan Coffey ça pourrait ressembler à quoi en fait. Et il y a plein de. Par exemple, moi, mon film préféré c'est Bienvenue à Gattaca et j'aurais kiffé faire la musique de ce film. Tu vois, quand je vois le film, Ouais, ça, ouais, bien je sûr. kiffe. Et il y a un autre film aussi qui est un film français, en tout cas qui est français et anglais. Un film d'Omar Sy qui s'appelle Demain tout commence. Enfin, c'est pas Omar Sy qui réalise le film, mais il est acteur principal Ah dans le oui, film. avec sa fille. Non. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Enfin, c'est pas ça, je crois pas que c'est sa vraie fille, mais en tout Non, cas, non, oui, ouais, ouais. dans le film, On s'est ouais, compris, quoi. voilà, qui est un film vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Et la musique de ce film m'a touché aussi. J'ai bien aimé les musiques qu'ils ont choisies. Donc voilà, ouais, par exemple, ce genre de film. Intouchable même, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je t'entends parler de mélancolie et que c'est vraiment quelque chose qui partage ta vie et quelque chose qui t'accompagne tout le long de ton processus artistique. Et est-ce que tu trouves que c'est un jeu dangereux de toujours être accompagné de la mélancolie et peut-être se laisser aller par ce mood un peu de tristesse quand tu fais tes morceaux? Je sais pas parce que je le décide pas vraiment en fait, je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment comme ça fait partie de moi, tu vois, je pense que je suis quelqu'un de triste dans le fond,
Donc quoi qu'il arrive, même si j'ai des pics où je vais être heureux, où je vais passer des bons moments, bah quand tout ça, ça retombe, bah moi je suis triste. J'ai pas un fond joyeux en fait. Ça veut dire qu'en fait, je pense que ça fait partie vraiment de moi, tu vois. Genre, peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours une part de mélancolie et ça fait partie de moi, quoi. Et c'est cette part-là qui t'a aidé à créer tous ces morceaux, composer tous ces morceaux alors. Bien sûr, bien sûr. C'est que ça, ça vient de là. Alors, je voulais avoir une toute petite dernière question sur le Boscolo, etc. Je l'écoute vraiment à mon aise, cette EP. Et puis j'arrive à la fin et j'ai été méga surpris par ce qui se passe à la fin, Ok. où Luigi parle avec sa maman, je suppose, ou en tout cas avec une... Ouais, avec une dame, moi, c'est pas sa mère. Ok, avec une dame qui... Et donc, j'ai pas envie de spoiler, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'il faut être... où il faut avoir l'expérience, mais... Est-ce que le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose que vous avez parlé ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que tu parles beaucoup avec tes potes dans le milieu de la musique? Parce que justement, avant ça, tu parlais de la pression qu'a été les deadlines, et puis ce moment où tu voulais même plus écouter de musique. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as difficile, ou avec lequel parfois tu veux en discuter avec tes collègues? Non, on en discute. Après, on n'en discute pas de manière trop sérieuse, j'ai envie de dire. Ouais. Mais enfin, quand je dis ça, je me comprends. On a beaucoup de discussions sur plein de sujets et qui rejoignent un peu ça, qui rejoignent un peu la santé mentale et puis l'état dans lequel on est, dans lequel on a été, dans lequel on va être. Donc ouais, on en a discuté plein de fois avec plein de monde et c'est un truc qui fait partie de nos vies, quoi. Ouais, forcément, ouais. Voilà, et puis lui, après, c'est plus un truc, quand il en parle là, c'est plus un truc vraiment personnel par rapport à sa vie sentimentale, et du fait que ça se soit toujours mal passé. Et c'est plus un travail sur lui-même où il essaye de comprendre pourquoi ça se passe toujours mal. Enfin, aujourd'hui, il a compris. Mais voilà, c'est plus ça. Est-ce que vous allez, pour le moment, faire une petite pause? Non. C'est pas spécialement prévu. Non, c'est après pause, tout dépend ce qu'on appelle par pause, mais là on est toujours dans l'optique de faire de la musique, de faire de nouvelles musiques, et puis peut-être de faire un prochain album, pourquoi pas, peut-être, t'as vu, on sait pas. Ouais, j'aimerais bien, ça serait cool en tout cas. Pour finir cette émission, je me disais peut-être que tu avais un coup de cœur, un coup de projecteur à donner sur quelqu'un que tu as envie de mettre en avant, sur un film, une série, un compte Insta ou ce que tu veux, quoi. Même quand tu réfléchis, tu arrives à faire des petites compositions. Ouais, t'as vu. Franchement, le truc que je dis tout le temps, voilà. Mais tu sais quoi, non, je vais changer. Il y a une série que je kiffe, qui est super bien réalisée. Vraiment, c'est incroyable. Et tout est incroyable dans cette série. C'est une série d'horreur, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas gore. C'est pas gore. C'est une série qui s'appelle Hill House. Haunting of Hill House. Donc voilà, moi je la conseille aux gens qui ne l'auraient pas vue. Et faut pas avoir peur de la regarder parce que c'est pas de l'horreur non plus. Mais c'est très bien fait, c'est très intelligent, les acteurs sont bien. Franchement, c'est vraiment une bonne série. Je regarde pas énormément de trucs, mais ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. C'est la dernière série que j'ai regardée qui m'a fait kiffer. Il y a eu ils ont fait une sorte de deuxième série avec les mêmes réalisateurs et tout qui s'appelle Bly Manor. C'est déjà sorti alors. Ouais, c'est déjà sorti. J'ai moins aimé, mais c'est cool aussi. C'est cool aussi, franchement. Et puis. Pourquoi tu as moins aimé? Ça m'a moins parlé en fait. Ça m'a moins parlé parce que c'est pas une suite, si tu veux. C'est une autre histoire. Ah ouais, ok. D'accord, donc c'est une autre histoire d'horreur avec. Il y a la même actrice dedans. Enfin, tu vois, il y a un peu les mêmes acteurs, tout ça, machin. Il y a d'autres acteurs aussi. Mais ça m'a un peu moins parlé. Après, c'est pas mal quand même. Si, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Mais l'autre m'a plus marqué parce que c'était la première fois que je voyais un truc comme ça. Et ils avaient mis la barre très très haute. Donc forcément, c'était difficile de faire quelque chose d'aussi pertinent, d'aussi fort, d'aussi puissant et tout. Mais non, ouais, c'est pas mal. Donc je conseille les deux en fait. Donc voilà. La reco, elle est faite. Pour finir cette émission, on finit toujours avec une petite phrase de fin, une petite expression, quelque chose que tu as envie, une petite phrase avec laquelle tu as envie de marquer les esprits, une leçon, c'est peut-être quelque chose que tu as envie de dire aux beatmakers qui écouteraient, aux producteurs
qui aura envie de dire, voilà, quelque chose que tu auras envie de leur dire. Avant ça, je voulais déjà premièrement te remercier d'avoir accepté cette invitation, d'avoir été si accueillant par message avec moi et d'avoir été si content, si joyeux et d'aussi bonne humeur durant cet enregistrement. Donc vraiment, Merci. bravo. Merci à toi. Allez écouter Boscolo Excedra et puis allez écouter Ryan Coffey aussi tout simplement. Tout simplement, partout, yes. Voilà, c'est ça. Et ouais, une phrase qui concerne pas forcément la musique, mais je dirais voilà, comme dit Booba, souhaitez-nous la santé et le reste on l'achètera. Voilà, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, tu vois, surtout en ce moment, parce qu'on se rend jamais compte de la santé tant qu'on l'a, et tant qu'on est en bonne santé, et tant que tout va bien physiquement et mentalement, on s'en rend pas compte. Mais c'est un truc trop important, et puis je répéterai jamais ça assez, mais profitez des gens qui sont en bonne santé autour de vous et que vous aimez avant que ils soient en mauvaise santé et qu'il se passe des choses, parce que voilà, c'est la vie, tu vois. Donc il y a des choses qu'on prévoit pas, mais en tout cas voilà, non, la santé, faites attention à votre santé, évitez les choses négatives pour votre santé, que ce soit votre santé mentale ou votre santé physique. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça, la santé, c'est super important, c'est la base de tout. Tu vois, quand t'as la santé, t'es bien, quoi. Même si tu fais peut-être pas le métier que tu voudrais, ou même si, au moins t'as la santé, ça va. Il y a des choses pires. C'est un très beau message. Eh bien, on retient. Allez check l'Insta d'Oriane Coffey que je mets en première ligne de la description. Et d'ici là, voilà quoi. À la prochaine. Yes. Allez, à la prochaine.